parfois, t'es un peu impressionné de gens, tu vois, extrêmement doués qui disent n'importe quoi. Ouais, qui disent n'importe quoi, tu vois. Et en fait, mais en fait, là, il te manque ça. Et juste, en fait, c'est pas possible, tu vois, ça paraît basique, mais tu vois, c'est quand même un truc, c'est assez important. Et même chose pour, ce que tu parles de la frustration, c'est, très souvent, tu peux faire des choses qui sont, tu vois, techniques, hyper balèzes, etc., mais qui n'ont, sur le papier, absolument aucun intérêt, si tu veux. Et tu vois, qui peuvent pas, déboucher sur une action, etc. Et ça, ce bias for action, tu vois, bias to action, qui est un truc qu'on rappelle tout le temps, tu vois, ça chez nous, voilà, tu peux faire des choses qui peuvent être très boring sur le papier, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Il faut toujours que tu optimises pour bias to action, quoi. Bias to action. Ouais. Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié au meilleur du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Martin Daniel, Data Science Manager chez Airbnb. C'est une longue et passionnante interview que je vous propose de découvrir en 2 parties. Dans cette première partie, nous allons parler de l'importance de la data chez Airbnb et du rôle de modèle qu'a l'entreprise dans la Silicon Valley. On parlera également d'open source et de toutes les initiatives liées à l'éducation autour de la data. Merci beaucoup Martin de venir sur la French Touch podcast. Merci de m'inviter. Ça fait 10 ans que tu travailles dans le digital. Après le SCP, tu es passé par Google en stage, où tu as rencontré notamment Mats Carduner et d'autres Googlers qui sont partis de Google et ont monté l'agence 55, qui était l'une des premières agences en Europe de data analyse. Tu les as rejoints en tant qu'analyste, puis tu es rapidement devenu directeur de la data science où tu as construit l'équipe à proprement parler. Tu y es resté pendant un peu plus de 4 ans. Tu décides ensuite de changer complètement et de monter Texto, qui est une aventure entrepreneuriale, comme je disais, à la fois étrange et poétique, qui aura un beau succès avec plus de 100 millions de textos imprimés. Tu as été instructeur au wagon, où tu as notamment monté l'offre pour devenir data scientist, avant d'être appelé par Airbnb à San Francisco. Et aujourd'hui, tu es data science manager chez Airbnb et tu es de retour en France depuis mai 2018. Tu as créé il y a 4 ans Data for Good. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Airbnb ? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. La première, c'est l'apprentissage et les gens que tu rencontres. Je pense que tu vois, dans toute boîte, un des premiers trucs, c'est avec qui tu vas bosser et est-ce que tu vas apprendre. Et je t'avoue qu'à l'époque, et toujours d'ailleurs, Airbnb, c'était un peu l'espèce de mec tu vois, à la fois en termes de boîte et en même temps en termes de ce qui se faisait en termes de data, etc. Et tout ça m'avait été inspiré par une conférence que j'avais vue de Jan Overgaard, qui était donc un des premiers data scientists, qui a été celui qui m'a référé ensuite chez Airbnb, qui montrait à Strata, donc c'était une conférence à Londres, qui montrait son quotidien, ce qu'il faisait, etc. Et c'était absolument fascinant. Il parlait c'était un talk sur comment est-ce que tu peux découvrir des villes sans y avoir été, en se basant sur des données. Et donc en fait, il montrait comment, par du clustering, par l'analyse de données, etc., il arrivait à montrer les dynamiques, si tu veux, de où les gens cherchaient, où étaient les centres, tu vois, urbains, etc. Donc tu vois, à Paris, il montrait des trucs avec le 10e, enfin bref. Donc il y avait plein de trucs où c'était absolument fascinant. Donc il y a ça. Et puis il y a le fond de ce que fait Airbnb. Je crois beaucoup à la redistribution économique de ce que fait Airbnb, à la fois par, si tu veux, le logement. Aujourd'hui, tu vois, c'est près de 6 milliards de dollars qui ont été redistribués l'année dernière auprès de la communauté d'hôtes, et puis maintenant des hôtes d'expérience. Et donc je crois beaucoup à cette idée. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui arrondissent leur fin de mois, qui se paient des vacances, etc. par tu vois, des revenus d'Airbnb. Et donc ça, je pense que ce pouvoir économique et transformatif sur Airbnb, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné, quoi. Et tu connaissais déjà à l'époque le fait qu'Airbnb, parce que moi j'ai découvert, vraiment, je connaissais. On connaît tous la plateforme d'échange de location et d'échange de logement entre particuliers. J'ai découvert tous les nouveaux services et ce que je trouve absolument... Alors, je veux les citer quand même. Donc, expérience, donc les activités qui sont créées, qui sont animées par des habitants locaux. Il y a lieu, qui est en fait de permettre de découvrir des lieux préférés des hôtes. Ouais. C'est rigolo parce que ça me fait penser, chez Google à l'époque, c'était le swipe d'appartement. Ouais. Et entre Googlers, on pouvait échanger. Donc j'habite à Paris, je veux aller à New York, je peux échanger avec une New-Yorkaise de chez Google. Et systématiquement, en arrivant dans l'appartement, il y avait cette espèce de feuille A4 des bons endroits où aller. Exactement. Et voilà, lieu, c'est vraiment la réminiscence de ce qui existait déjà. Et 2 autres éléments que je trouvais hyper intéressants que fait Airbnb, c'est la construction de logements. Ouais. Alors j'ai vu notamment Joe qui a monté, l'un des cofondateurs d'Airbnb, qui a monté ça au Japon. Et c'est vraiment une approche communautaire, je trouvais ça génial. Ils ont créé le Yoshina Cedar House au Japon, donc à la fois co-designé par Joe et aussi par un architecte japonais. Et s'il y a une vraie implication aussi de la communauté, donc à titre d'exemple, par exemple, c'est les gardes forestiers qui participaient au choix des bois dans les forêts avoisinantes. Et donc il y a vraiment toute cette thématique communautaire. C'est pas juste un branding qu'on met sur le site web. Autre initiative, c'était Open Homes.
Donc une communauté donc typiquement pour en partenariat avec les ONG pour accompagner les migrants qui sont dans une situation difficile de logement. Ouais. Donc Airbnb, c'est pas que le logement, c'est toutes ces initiatives là. Et la grande découverte pour le coup pour moi, ça a été vraiment la data. Une espèce d'avancée énorme d'Airbnb sur la structuration de la mise en place de la donnée, et ce dès le départ. Donc avec, je crois que c'était le 7e employé d'Airbnb était un data scientist, ou 6e. C'est absolument hallucinant. Ouais, je pense qu'en fait, alors t'as complètement raison. Je pense qu'en fait, on sous-estime. Enfin, Airbnb a vocation à devenir une plateforme, si tu veux, globale sur le voyage. Et donc, tu vois, le voyage, c'est à la fois le logement, mais c'est aussi la réservation de billets d'avion, c'est aussi des restaurants, c'est aussi des bagnoles que tu peux louer, c'est aussi. Et donc, je pense que il y a la volonté de créer cette plateforme, cette trip, tu vois, plateforme à terme, et donc de développer tout un tas de services dont le logement n'est que le premier, si tu veux, le premier jalon, quoi. Et alors, ce que tu décris sur la data, en fait, c'est très vrai. J'irais même être un petit peu prétentieux, et je pense que c'est vraiment une des boîtes les plus avancées sur tu vois, la data dans la Silicon Valley, et donc probablement dans le monde aujourd'hui. Je dis ça pas de façon sans, tu vois, j'ai rencontré quand même beaucoup de boîtes, on échange quand même beaucoup avec des data engineers, avec des data infrastructures, avec comment c'est fait chez Uber, avec comment c'est fait chez, tu vois, Netflix, Google, etc. Et ça a été un pari, je pense, très tôt des fondateurs et de l'entreprise. Alors ça vient pas de nulle part. Ouais, parce que d'où ça vient, ça? Alors je pense que ça vient de plusieurs choses. Ça vient je pense des fondateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que tu prends, tu vois, Brian Joe, profil plutôt design, mais t'as aussi Nate Bejarski, qui était un ancien computer science d'Harvard, très très analytique. Quand tu poses la question de vous feriez quoi aujourd'hui si c'était pas il dit je serais data scientist, tu vois. Et donc c'est un truc, tu vois, qui est quand même très je pense à ça, je pense que t'as une influence du board, savoir que tu as quand même tu vois, Airbnb a été financé par tu vois Paul Graham, voilà, Paul Graham, le YC, ensuite Sequoia, ensuite tu vois des trucs qui rapidement mettent quand même des tu vois, c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais en fait, ces investisseurs-là et ce board, en fait, rapidement te donnent des espèces de guidelines en disant, OK, il faut faire ça, etc. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que quand tu vois des boîtes, moi j'ai pas mal bossé par exemple avec Lyft, tu vois, à San Francisco, et en fait, tu te rends compte que il y a énormément de choses qui sont empruntées, qui sont communs, en fait, entre les, et donc, en fait, la Silicon Valley, c'est un truc de dingue aussi, parce que c'est très mimétique. Oui. C'est-à-dire que dès que t'as une bonne idée, en fait, ça se distribue, tu vois, les cantines gratos, les trucs, les OKR, les OKR, tu vois, les fameux OKR, etc. Voilà, les OKR qui viennent de, tu vois, John Doerr, qui a été un des premiers à filer le premier million chez Google. Exactement. Tu vois, partenaire chez Kleiner Perkins. Donc c'est une culture, si tu veux, qui était très forte, et qui a fait que très tôt, tu as raison, le 6e employé, Riley Newman, qui était donc la personne qui m'a recruté, Head of Data Science de Airbnb avant de partir et de créer son propre fonds, et de passer d'ailleurs du temps à Paris, parce qu'il est venu à Paris tout le monde vient à Paris. Tout le monde vient à Paris, ouais, bien sûr, Tony Fadell, oui. Tu vois, très tôt, en mettant Riley dans une position assez influente, parce que Riley, en fait, c'est aussi lui qui a développé, si tu veux, les premiers modèles pour dire, je pense qu'il faut se développer là-dessus, qui a développé un peu les premiers heuristiques entre il faut tant de supply, ces fameuses règles, genre il faut au moins 500 listings dans un marché pour que t'aies suffisamment d'offres, qui fait que du coup t'as de la demande. Ça vient de lui? C'était pas exactement, mais si tu veux, c'était une espèce de heuristique qui fait que c'était un peu ça, si tu veux, les goals qui se mettaient. Et donc très tôt, ça s'est avancé comme ça. Et puis Airbnb, c'est aussi une marketplace, donc t'es supply demand, et puis qui est fixé par un prix, si tu veux. Et ça c'est un champ sans fin, si tu veux, d'études. Tu vois, qu'on appelait économique ou statistique avant, aujourd'hui qu'on appelle data science, mais si tu veux, cette question de comment est-ce que l'offre rencontre la demande, c'est un truc qui est dans lequel l'exercice de la donnée et le recours à, si tu veux, des preuves, du test, des expérimentations est un point clé, parce que c'est comme ça que tu développes ta plateforme, quoi. Donc je pense que c'est un peu tout ça, c'est un mix de tout truc, et je pense que là où ça a été assez fort, enfin l'influence de Riley a été importante, je pense qu'on en reviendra sur l'organisation, comment ça a été fait, etc., a été déterminant, parce que rapidement, il a réussi à créer une équipe qui était pas trop nerd, pas trop théorique, assez appliqué, assez embedded dans les équipes, etc., qui fait que je crois que c'est une des équipes qui a aujourd'hui une influence assez importante dans la boîte, quoi. C'est exactement l'impression que ça en donne. C'est pas une équipe de nerds qui est dans son coin.
la communication qui est faite déjà très didactique. Ouais. Donc pour quelqu'un qui connaît pas, c'est facile de rentrer un peu dans le domaine et comprendre en fait. C'est vraiment de la data science appliquée, on a l'impression. Ouais. Ce qui est souvent un peu l'enjeu quand tu viens d'une start-up entre la théorie, les professeurs et une application pratique avec la collaboration avec les product managers, etc. Ouais. Justement, comment sont organisées les équipes chez vous? Bah, en fait, c'est assez... L'organisation en fait est assez simple, c'est matricielle, comme je pense tu vois plein de boîtes. Donc tu as 4 grandes business units chez Airbnb. Tu as Homes, donc qui fait la majeure partie du business, Experience comme tu l'as dit. Tu as la Chine qui est complètement indépendant, et tu as un truc qui s'appelle Lux qui est issu d'un rachat qu'on a fait d'une boîte qui s'appelle Luxury Retreat, qui se développe sur le marché du luxe. D'accord. Voilà. Et on a créé un service qui s'appelle Beyond qui se développe sur le marché du luxe. Donc ce sont ces 4 business units. Moi je travaille au sein de Homes. La plupart de la boîte pour l'instant travaille sur Homes, mais ça se développe encore une fois avec d'autres business units. Et au sein de Homes, c'est une marketplace encore une fois. Donc tu as l'offre, donc ça c'est Host. Donc on a une équipe qui s'appelle Host. Moi je suis dans l'équipe Host. Tu as une équipe qui s'appelle Demand, donc c'est l'équipe Guest. Tu as une équipe qui fait la relation entre les deux, MDX. Tu as d'autres encore équipes, Business Travel, d'autres etc. Et puis tu as toute une équipe d'infrastructure, tu vois, Payments. Trust and safety, tu vois, pour tout ce qui est, tu vois, risque. On en a pas parlé, mais les paiements, c'est un gros sujet. C'est un énorme sujet pour nous. Je pense qu'on pourra en discuter plus, mais c'est un... Passer à l'étape d'après, qui est la plateforme, où de A à Z, tout est géré, tout est centralisé via Airbnb. Ouais, ça veut dire en gros, vous faites un Stripe bis quasiment. Ouais, en fait, alors je sais pas si on se développe comme un Stripe, mais en tout cas, on développe une technologie qui fait que tu peux t'intégrer avec toutes les banques et tous les pays du monde, et que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des pays, je pense qu'on réalise pas la complexité de ce que ça peut être le paiement, tout en essayant de minimiser le taux de chargeback, tu vois, donc de faire en sorte que tu vois les cartes de crédit puissent passer. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement compliqué et une des grandes valeurs de Airbnb. En même temps que Trust and Safety, qui était donc toute la question de comment est-ce que tu ouvres ton appart à un inconnu et comment tu fais en sorte que tu puisses faire en sorte que tu puisses prédire les accidents, que tu puisses faire en sorte que tu aies un truc proactif par rapport à ça, que tu voilà. Donc et puis le service client qui est aussi une énorme partie de Airbnb. Airbnb, si tu y réfléchis, je crois que Brian Chesky, qui était donc le CEO de Airbnb, en parlait à Bill Gates, il me semble, et c'était une des discussions qu'ils avaient, et Bill Gates disait mais en fait ta boîte c'est une boîte de customer service. Quoi. En fait, il faut c'est ça. En fait, il faut que vous soyez très fort là-dedans. Et voilà. Donc c'est simplement donc tu as ces grandes équipes comme ça, et donc data science fait partie, est une des fonctions product, au même titre que product manager, ingénieur, designer, et compose un peu l'équipe, compose un peu le nucléon, si tu veux, d'une équipe que tu as, généralement encore une fois organisée autour de ces équipes-là, et donc est très proche des problématiques. Donc on n'est pas du tout dans une salle à part, tu vois, où on serait une espèce de tour d'ivoire, on ferait tourner modèles, etc. On est extrêmement proche des problématiques. Vous avez itéré sur ce modèle-là, ou ça s'est imposé quasi naturellement dès le départ? Alors, je pense que ça s'est imposé assez vite. Je pense qu'après, il y a eu des réorganisations sur le poids. En fait, quand tu fais ça, tu as un poids, tu as un espèce de trade-off que tu fais entre le poids de la fonction et le poids de la business unit. Parce que du coup, on a ce reporting, tu vois, par business unit, et puis on est aussi une fonction data science qui du coup couvre à travers Homes, Experience, Chine, etc. Et donc voilà. Et donc c'est un peu la question que t'as. C'est un peu la tension que tu mets là. Donc soit tu optimises pour le business et donc du coup tu fais en sorte que ce qui prime d'abord c'est ta business unit et là où tu bosses. Ou est-ce que c'est plus la fonction et donc là c'est plus l'excellence, tu vois, le recrutement, la formation, etc. Et donc c'est toujours un peu un trade-off qui est un peu compliqué, mais il y a toujours eu cette notion de dire on veut créer une équipe très proche de ce qui se fait et un peu l'inverse quand Aurélien en parlait, un peu l'inverse d'un Facebook par exemple. Tu vois, Facebook ils ont une. J'entends souvent citer Facebook. Pourquoi? Parce que je pense que Facebook a commencé très tôt à faire. Je pense que quand t'es chez Facebook, il y a c'est un tel candy store, tu vois, pour data science, parce que t'as tellement de données et tu vas avoir tellement de trucs à faire. Il me semble, si tu veux, rapidement, ils ont pris une approche qui était justement très théorique et très académique. Qui est aussi, je pense, absolument fascinante, quoi. Mais du coup, qui est peut-être un peu délaissé au départ le côté, tu vois, très hands-on et très appliqué de ce qui peut se faire, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu un autre exemple, etc. Là, on a plus itéré en revanche, c'est plus sur la partie data engineering, on pourra y venir. Oui. Qui est encore une autre fonction data science où là, je pense que beaucoup de boîtes galèrent à avoir du bon data engineering et qui est une fonction à part qui est importante, quoi. Il y avait justement une citation que j'adorais de la part de Riley, c'était de dire que la data science, c'était vraiment la voie
Alors il disait la voix agrégée de l'utilisateur. Ouais, c'est juste. Ouais. La data science, je le cite, c'est un acte d'interprétation. Nous traduisons la voix de l'utilisateur dans une langue la plus facile à actionner pour prendre des décisions. Ouais. Et la volonté aussi de passer alors je le dis en français, de collectionneur de stats réactifs à partenaire proactif. Ouais, complètement. Cette notion de partenaire, être complètement impliqué. Ouais. Et en fait, vous êtes absolument partout dans toutes les décisions produits qui sont prises par l'entreprise. Ouais. En fait, je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur la voix de l'utilisateur, parce que je pense qu'il y a tu vois, quand Airbnb s'est créé, il y a cette histoire de, tu vois, Y Combinator, le fait qu'ils partent à la rencontre d'utilisateurs pour comprendre. Très tôt dans la boîte, ça s'est créé, c'est du côté de dire qu'on soit lean, faut qu'on prenne les retours des utilisateurs, etc. Et quand tu as 200 millions de personnes maintenant qui utilisent le service, bah en fait, tu peux plus avoir la même proximité. Alors on le fait aussi, c'est-à-dire on fait du Kali, etc. Mais du coup, le fait que tu puisses utiliser les données, les signaux qui sont laissés par tes utilisateurs, fait que voilà, tu retrouves un peu cette même idée, c'est-à-dire que du coup, à l'échelle, tu utilises les données pour essayer de comprendre la voix de l'utilisateur. Et t'es obligé du coup de scaler ton organisation et ta façon de fonctionner pour pouvoir continuer à agir. Complètement. Tout en développant. Complètement. Et ce qui fait que du coup, la fonction data science devient absolument clé, parce que comme tu dis, tu as besoin d'avoir de la donnée pour prendre des décisions, que ce soit, tu vois, en amont avant de prendre une décision, que ce soit pendant que tu fais ton truc pour voir si t'as une exploitation, pour voir, tu vois, à la fin, pour mesurer, tu vois, quel était l'impact d'un produit, etc. Et ce qui fait que la fonction data science est si en demande, quoi. Et tu vois, pour donner une ordre d'idée, on est 150 data scientists aujourd'hui chez Airbnb, ce qui est quand même un chiffre, tu vois, important. Oui. Et je pense qu'on serait encore le double, il y aura encore du taf pour encore le double. Tu vois, c'est vraiment dingue, c'est une fonction qui est vraiment en demande, il y a beaucoup de tension, et c'est pour ça que, je pense que c'est un job qui a énormément d'avenir, quoi, parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de trucs à faire, quoi. Sur les 150, de ce que j'avais compris, c'est une centaine de data scientists, 50 qui sont vraiment sur la partie infra, et dans cette partie infra, tu distingues les data engineers et les data sur la partie infrastructure. Ouais, complètement. Quelle différence tu fais entre les trois jobs? C'est un peu comme une espèce de, tu vois, de pyramide, tu vois, ou de socle. C'est-à-dire que la première étape, c'est effectivement l'infrastructure. Donc, comment est-ce que tu vas créer une infrastructure qui fait que tu peux récolter des événements, que tu peux ingérer au sein d'une plateforme, que tu peux mettre à disposition, que tu crées une infrastructure qui est stable, qui fonctionne. Ouais. Justement, les chiffres là-dessus, c'est quoi? C'est 1 milliard d'événements? C'est 1 milliard d'événements ingérés par jour. Donc 1 milliard d'événements, ça veut dire, tu vois, une interaction search, un clic, etc. Donc on ingère en gros à peu près 1 milliard d'événements par jour. Et puis donc tout ça est transféré ensuite dans alors on peut parler du stack, mais bon voilà, bref, avec Kafka qui est un ouais, ça m'intéresse, ouais. Donc en fait c'est un stack, si tu veux, où donc on ingère par un système qui s'appelle Kafka, qui du coup stream tous ces événements. On a développé notre propre système de collecte des logs par un système qui s'appelle Jitney, qui est un truc qui a été développé par Facebook, qui est un truc inspiré par Swift, qui est un système qui est du coup cross-platform. Donc en fait, tu peux utiliser le même sur bout de code entre différentes plateformes, comme je pense ce qui se fait aujourd'hui. Mais en gros, on a développé nous-mêmes, si tu veux, notre propre Google Analytics, quoi, qu'on collecte au sein d'une plateforme. Qui fonctionne sur une logique Hadoop, donc on stocke tout sur AWS, qui fait qu'on a une grosse facture AWS à chaque fin de mois, mais qui en même temps serait beaucoup moins cher que si. Est-ce que vous allez avoir un rabais maintenant que vous avez un VP qui... Je crois que oui, là, qu'on a le président de Homes en Amazon. Ouais, c'est une bonne question. Mais alors, c'est dit, AWS, c'est intéressant parce que souvent cette triple plateforme dont je te parle, très souvent, c'est assez inspiré de ce qu'a fait AWS. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, tu vois, ce que je te dis sur le payment, sur le trust, etc. C'est aussi l'infrastructure que tu peux demain développer comme l'a fait Amazon en construisant son e-commerce, a du coup créé, tu vois, AWS, qui a ensuite été... Mais je vous vois vraiment, après, je sais pas, je vous le souhaite, hein, que Airbnb soit l'Amazon de la data comme eux l'ont été sur les serveurs et l'infrastructure cloud. Complètement, ouais, complètement. AWS, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se développent et qu'on essaie d'open sourcer, qui sont intéressantes sur ce sujet-là, quoi. Donc ça, infrastructure, c'est l'infrastructure, ouais. Et l'infrastructure, donc du coup, vraiment, elle prend la donnée, tu vois, brute, et elle fait en sorte que ça arrive, tu vois, dans des bases de données, etc. Mais ça reste, tu vois, encore de la donnée brute, ce qui est pas encore vraiment, tu vois, raffiné, quoi. Et puis, deuxième étape, data engineer. Et donc les data engineers, ils sont chargés de prendre, tu vois, ces données qui peuvent venir des bases de production, qui peuvent venir des événements, qui peuvent venir etc., et de créer des tables qui sont clés. Donc tu vois, on a créé un système qui s'appelle Core Data. Donc c'est un set de 80 tables qui sont clés pour, tu vois, comprendre Airbnb. Donc t'as la table des bookings, t'as la table des listings, etc. Et les data engineers, ils vont orchestrer, si tu veux, les événements qui arrivent au sein de la plateforme, et puis
créer cette matière, tu vois, qui est bien structurée, qui arrive à l'heure, qui est bien entendue, etc., qui peut être ensuite consommée par, troisième point, les consommateurs finaux de data, c'est-à-dire en gros les data scientists, data analysts, voire plus largement les product managers. Voire plus largement tout le monde, ouais, bien sûr. Et l'idée, c'est que vraiment dans la boîte, on a créé un système en front qui s'appelle Superset, qui est, je sais pas si tu connais Tableau, mais c'est un peu l'équivalent. Voilà, c'est un peu l'équivalent de Tableau avec un truc SQL où tu peux. Et donc l'idée, c'est que tout le monde puisse accéder à ces données, voir ses propres, tu vois, métriques, etc. Et donc c'est un peu ça les trois niveaux. Après, on peut parler dans chacun de ces systèmes. On a développé plein d'outils. Donc tu vois, un des éléments de data engineering qu'on a créé, c'est un système qui s'appelle Airflow, qui est un système de scheduling de pipeline qu'on a open sourcé, qui a été sur Apache, sur Apache maintenant. Bref, il y a plein d'outils qui ont été créés qui du coup sont hyper intéressants et qui peuvent être, tu vois, et qui aujourd'hui sont utilisés par plein de boîtes. Et qui font partie justement de votre entre guillemets votre offre data product. Ouais. Complètement. Ouais, sur Airbnb.io, il y a une liste énorme, c'est assez magique, hein, je pense, pour quelqu'un qui aime la data, de voir la liste des projets que vous avez mis en open source, d'ailleurs. Alors, pourquoi les mettre en open source? Tu vas me dire pourquoi pas les mettre en open source. Et une question très pragmatique, c'est est-ce que vous avez du temps alloué, ou est-ce que les équipes ont du temps alloué au développement de ces data products? Je pense aux 20%, tu sais, chez Google. Est-ce que ça fait partie de la culture de la boîte ou pas? Alors c'est hyper intéressant. Pourquoi faire de l'open source? Je pense que c'est une question, je pense, fascinante. Je me rappelle avoir interviewé Bernard Stiegler à la radio sur France Inter, figure-toi, dans un truc, c'était assez marrant, et il parlait d'open source. Alors tu vois, d'un point de vue assez high level, parce que c'est quand même un philosophe, mais il parlait du sens, il parlait de l'idée de l'individuation qui était son concept. Il disait en fait l'open source c'est un système incroyable parce que c'est un système dans lequel tu peux devenir un individu. C'est-à-dire qu'en fait tu peux, toi, en contribuant, si tu veux, à du code, tu développes tu vois, une compétence, mais aussi tu développes une forme d'individuation en devenant, si tu veux, cette. C'est quoi? C'est la valorisation de l'individu. Exactement. Qui rajoute sa pierre à l'édifice. Ouais, c'est le fait que t'as pas besoin d'être un des moteurs principaux de l'open source. C'est pas tellement les gains financiers, parce qu'en fait la plupart de ces gens font ça de façon gratuite, mais c'est le fait de contribuer et de, tu vois, créer après un portfolio, mais tu vois, et de devenir ce développeur open source qui du coup et tu vois, et tu fais partie d'une communauté. Il y a tout un truc qui est absolument fascinant. Et il parlait de Stiegler un peu du début du capitalisme. Et c'est vrai que tu vois, le capitalisme c'est né de ça. C'est pas tellement les gains financiers au départ. C'est ce gain, c'est cette idée, tu vois, d'inventer, de plaisir créatif, etc. Et je pense qu'il y a un corollaire assez important open source. C'est une digression, mais tout ça pour dire que il y a du coup un phénomène qui fait que l'open source, du coup, devient par cette force de volonté, cette force de motivation, etc., un système qui fait qu'il y a plus de gens qui peuvent contribuer à un produit que les ressources propres de l'entreprise, quoi. Et du coup, alors ça, on l'a vu sur plein de projets aujourd'hui, mais je te prends la plupart des outils qu'on utilise en termes de data science aujourd'hui. Tu prends R, Python, qui sont des projets, R, c'était créé dans les années 70 par, tu vois, des professeurs à l'université d'Australie, qui est un truc complètement gratuit. Enfin, tu vois, c'est complètement gratos. Tout est fait en open source. Et si tu veux, ça a supplanté SaaS, qui est le concurrent, tu vois, la version payante, fermée, etc. Et tu vois, et si tu regardes l'évolution de R, je me ferais vraiment du souci pour ça, quoi. Et je pense que, tu vois, c'est un peu cette idée qu'il y a le software en train d'être bouffé par, tu vois, ce côté collectif, etc. Alors, c'est assez limite parce que je pense qu'après, tu vois, c'est très compliqué à maintenir. Tu vois, Pandas, qui est une des librairies principales, est maintenue par 15 personnes, tu vois, dans le monde. Donc c'est, et pourtant, et tu vois, et c'est une librairie qui est aussi, tu vois, utilisée par des millions d'individus, quoi. Mais je pense que c'est un chiffre intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour ça, parce que en fait, tu crées des softwares du coup qui sont, tu vois, développés et maintenus par une large plus grande. Et puis aussi, en retournant sur cette idée d'individuation, tu attires aussi des talents de dingue. C'est-à-dire que tu vois, Airflow, ça a été développé par quelqu'un qui s'appelle Maxime Beauchemin, qui était ancien de Yahoo puis ensuite Facebook, qui était un des ingénieurs stars de Airbnb. Pour en revenir sur son parcours, parce que je trouve que c'est génial, c'est un dropout de high school. C'est un Français ou pas? C'est un Canadien. C'est un Canadien, ok. Canadien, francophone, qui est un mec absolument adorable et puis enfin extrêmement talentueux et qui a développé donc Airflow, donc qui était ce système qui est encore une fois de scheduling de pipeline qui est clé dans tout notre système de data engineering, qui a créé ensuite Superset, donc qui est un concurrent de Tableau, donc qui est un autre truc, etc. Les deux projets qui ont été incubés par Apache ensuite. Ouais, en open source. En open source, etc. Et okay. voilà, qui est maintenant chez Lyft.
Et il est maintenant chez Lyft. Ouais, il fait la même chose. Ouais. Il fait la même chose. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a cette perméabilité, justement, tu parlais de ça au début, les entreprises se regardent, le mimétisme des entreprises entre elles. Ouais. Votre façon de structurer la data science ou plutôt la data de manière générale, vous intervenez dans d'autres boîtes, enfin, ils vous copient, tu le sens? Ouais, on se parle. En fait, on se parle tout le temps. C'est-à-dire que tu vois, dès qu'il y a des questions d'organisation, dès qu'il y a des questions de tout, etc. En fait, le premier truc que tu te poses, c'est ok, comment est-ce qu'ils font à côté? Comment est-ce qu'ils ont craqué ce problème à côté? Ouais. Et très souvent, étant donné qu'on est des précurseurs, on est, ouais, non, mais en fait, on a surtout les mêmes problématiques. Tu vois, on a été créé en même temps que quasiment en même temps qu'Uber. Encore une fois, c'est une marketplace. Il y a plein de logiques qui sont hyper semblables, si tu veux, entre Uber et Airbnb. Et très souvent, c'est assez intéressant de se comparer et de voir comment est-ce que tu vois, les choses ont été organisées, etc. Donc ouais, donc il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'échanges en tout cas entre boîtes quoi. Sur la question de est-ce que vous avez du temps à allouer au développement de ces projets-là? Alors alors ce qu'il faut savoir c'est que ces projets, je prends Superset, Knowledge Repo, etc. sont staffés, donc ils font partie de l'équipe infrastructure. Tu as une équipe dédiée, et donc tu as des ingénieurs qui font ça à plein temps quoi. Ah, c'est une petite équipe quand même. Ouais, c'est une petite équipe. T'as quand même maintenant t'as quand même un PM, tu dois avoir 5 devs, tu dois avoir tu vois je crois qu'il y a un data scientist maintenant sur IRF, notre plateforme d'expérimentation. Enfin il y a quand même c'est quand même staffé quoi. Ouais, c'est staffé, ouais, staffé plus ensuite effectivement toute la communauté qui peut contribuer quoi. On a parlé de la montée en compétences de tous les gens dans l'entreprise à la data. Ouais. Vous avez lancé la Data University. Ouais. Est-ce que tu as participé à... Ouais. Alors en fait est-ce que tu peux redire un peu ce que c'est? Data University vraiment en 2 mots, l'idée c'est que tout le monde puisse se former et prendre des décisions de façon data-driven, quoi. Ça puisse accéder, si tu veux, à la donnée au sein de l'entreprise, puisse lui-même faire ses propres analyses et puisse répondre à des questions. Et on pense que c'est une vision importante parce que c'est une façon de démocratiser, enfin, tu vois, de diffuser vraiment la prise de décision et de justement pas la laisser à, tu vois, une poignée d'experts, quoi. Et moi, je suis un grand fan de cette idée. J'adore. Mais c'est pas évident parce que après il faut, tu vois, après il y a des guardrails, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte que les gens soient formés, tu dois faire en sorte qu'il y ait pas tu puisses pas faire n'importe quoi parce que c'est très facile aussi de prendre des données et de commencer à faire n'importe quoi. Et donc, alors Data University, donc ça prend la forme de cours en fait qui sont donnés par la plupart du temps data scientists au sein de la boîte, ouverts à tout le monde, offert donc toutes les semaines. Tu as un certain nombre de cours qui va des trucs vraiment complètement basiques. Si tu connais pas Excel, tu peux apprendre Excel. À des trucs beaucoup plus avancés en causal inference, à des trucs très avancés sur comment est-ce que je peux faire du deep learning pour donc il y en a pour absolument tous les goûts. Et c'est un système de partage de connaissances par un peu les meilleurs sur le marché, parce que si tu veux, tu as quand même en causal inference, c'est enseigné par mon ancienne boss qui était Cookie Perez, qui était une ancienne PhD de Stanford, qui a fait du causal inference, tu vois, toute sa vie, qui l'a enseigné aux meilleurs et qui du coup fait ça façon gratos en Data University, quoi. Donc ça c'est un truc, c'est assez balèze. Si t'as envie de te former, tu peux vraiment aller loin, quoi. Est-ce que vous pensez l'ouvrir à terme? Ouais, c'est une des idées, ouais, tout à fait. Ouais. On parle de la formation sur la data science. Alors j'ai deux questions avant. Enfin, une question. Je pousse la démarche encore plus loin. Vous arrivez à démocratiser vraiment la prise de décision par la connaissance et la compréhension de la data auprès de tout le monde. Quelle est la place des data scientists du coup? Si tout le monde est capable de taper dans la data, qu'est-ce que vous faites? Alors malheureusement on n'en est pas encore à remplacer, tu vois, notre job. Et non, après en fait la question c'est, en fait t'as un certain niveau de complexité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait tu peux avoir combien de bookings il y a eu en Europe la semaine dernière. C'est une question très basique à laquelle je pense que tout le monde devrait savoir répondre, et t'as pas besoin d'un data scientist pour ça. Quel est le second order effect d'une experiment, tu vois, sur mon prix. Enfin, tu vois, dès que tu rentres dans la complexité, à ce moment-là, tu dois avoir des compétences qui sont différentes, quoi. Et donc je pense que suivant le niveau de décision que tu as envie d'avoir, ou simplement déterminer la causalité de quelque chose. Tu vois, la causalité c'est quand même un concept, c'est compliqué, tu vois, déterminer qu'est-ce qui est à l'origine d'une action, qu'est-ce qui est à l'origine d'un fait. Et pour ça, voilà, et pour ça t'as besoin de compétences de data science, quoi. Donc je me fais aucun souci sur sur l'avenir de la profession. Et encore une fois, tu vois, c'est un truc intéressant, hein. Moi j'arrive pas à embaucher, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc. C'est vrai. Ouais. Je suis San Francisco, moi j'avais. Parce que le niveau, ton niveau d'exigence est tel. Non. Enfin, alors on est super exigeant, mais très honnêtement, on manque de talent, quoi. C'est qu'en fait c'est un truc de dingue. C'est que, tu vois, moi j'avais une équipe de 4 personnes aux États-Unis qu'on doublait, donc on cherchait à recruter 4 personnes. On n'a pas trouvé en 4 mois, quoi. Ah ouais. Ouais. Et alors
aussi lié au fait qu'on est dans un marché, que la Silicon Valley, qui est du coup ultra concurrentiel, que tu te bats contre tous les tech giants, que c'est très compliqué. Hein, c'est l'inflation à l'embauche. Ouais, c'est l'inflation à l'embauche, et puis on a un process qui est effectivement très compliqué, mais ouais, non, c'est très dur d'embaucher, quoi. Et toutes les boîtes, enfin, en revenant, tu vois, à Paris, c'est dingue, c'est qu'en fait, toutes les boîtes, tu me contactes, etc., tu connais pas des gens, donc, bref. À tous les data scientists en devenir, ici, allez-y, il y a du taf pour, à mon avis. Non, mais c'est exactement, des décennies. Ben, je te pose la question, c'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer, alors déjà, selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir data scientist? Et, quel est le track? Et aussi, troisième question, c'est quoi le career path d'un data scientist? Alors je pense qu'il y a un set de compétences, tu vois, indéniables. C'est-à-dire que tu dois te former en stats, tu dois te former au code, tu dois te former à des concepts, tu vois, qui sont assez importants, mais qui s'apprennent. Et je pense que c'est pas le plus dur, de façon assez étonnante. Ça, je pense que les gens sont un peu oh là là, data scientist, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes tout ça. Et je pense que voilà, je pense que tout s'apprend dans toute discipline, que tu peux te former, et qu'on est dans une époque où justement tu peux apprendre. Si t'as envie, tu peux apprendre, tu vois, un peu ce que tu veux, quoi. Et puis après, il y a un peu le reste, et le reste c'est presque le plus important. Et le reste, c'est aussi, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup de choses sur collaborer avec les autres. C'est-à-dire que c'est un truc hyper important. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu vois, chez nous, ça marche pas si t'es hyper fort, tu vois, techniquement. Mais t'as du mal à interagir avec les autres, t'as du mal à collaborer, t'as du mal à construire des idées, ou t'as du mal à, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est clé d'avoir ce capacité tu vois, de collaboration avec d'autres, quoi. Et puis c'est aussi, si tu veux être, c'est un métier qui demande beaucoup de créativité, parce que c'est beaucoup de choses, tu vois, de comment est-ce que je peux appliquer une idée qui a été développée ailleurs, et comment est-ce que je peux l'appliquer, tu vois, chez moi. Donc par exemple, tu as un papier de recherche qui a été développé, etc. Comment est-ce que ça peut être appliqué aujourd'hui. Donc c'est beaucoup tu vois, de curiosité, de choses comme ça. Hein. Et puis enfin, c'est aussi beaucoup je pense, d'ownership, c'est-à-dire de l'idée de dire que tu dois, tu vois, être indépendant, prendre des décisions, essayer toi-même tu vois, faire une analyse qui du coup pourrait montrer à d'autres gens. Prise d'initiative, tu vois. Et donc ça, c'est un truc assez important, quoi. Et donc mes conseils, tu vois, si tu veux commencer là-dedans, je pense pour apprendre tout ça, le mieux c'est de commencer par faire des projets et de commencer à collecter des données ou utiliser des données. Il y a même aujourd'hui, il y a plein de trucs, tu vois, open source. Tu vois, je prenais l'exemple de sets de données, notamment de remboursement de la sécurité sociale. Tu sais que tu as des sets de données maintenant, mais tu as des téraoctets de données sur quels médicaments sont remboursés, qui est un jeu de données hyper intéressant, quoi. Qui a été, je crois, téléchargé quand j'avais regardé la dernière fois, c'était à peine une centaine de fois. Et si tu, non mais tu vois, c'est en fait, ça te rend fou. Non mais en fait, je me dis juste, c'est dingue si tu veux le potentiel que tu as de projets que tu peux faire. Et voilà. Et donc je conseille en fait d'avoir cette approche-là. Et d'ailleurs, la plupart du temps, moi je regarde plus ça, c'est-à-dire je regarde plus qu'est-ce que t'as fait, c'est quoi plus ton portfolio que vraiment ton résumé, quoi. Okay. Et donc je crois de moins en moins aux credentials. Il y avait un super article de Paul Graham sur The End of Credentials. Ah, je l'ai sur pas son lu. blog. Ouais, qui est génial où il parle du fait que une université c'est un proxy pour estimer, si tu veux, la performance de quelqu'un, et qu'en fait plus t'avances, plus en fait tu as par la recommandation, par précisément, tu vois, l'objet que tu peux créer et que tu peux faire. En fait, tu as moins besoin de rely sur des acquis théoriques. Je te dis pas que on est encore là, mais il y a quand même. Et je te prends l'exemple de Maxime Bochemin, qui a créé Airflow, qui a créé Superset. Ils sont deux projets qui sont absolument déments en termes d'impact, tu vois, chez Airbnb, mais dans le monde de la tech aujourd'hui. C'est un mec qui allait au lycée et puis il allait à l'université, puis il a arrêté au milieu. Enfin, tu vois, et puis c'est pas sur le papier, tu vois. Je pense que si tu devais embaucher quelqu'un simplement en prenant les diplômes, tu prendrais pas Maxime Bochemin. Et pourtant, je pense que c'est un des 10x ingénieurs Et même chose chez plein de data scientists qu'on rencontre, quoi. Et donc c'est assez intéressant, ce truc-là. Tu parlais de la frustration aussi qui peut exister chez un data scientist parce que tu peux arriver à des conclusions qui ne sont pas finalement des actions à entreprendre. Ouais. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut faire super attention à. C'est en fait il y a une tension. Je pense qu'il faut toujours garder du bon sens, tu vois. Il faut être. Moi, je fais super gaffe tu vois ce qu'on appelle matrix fixation, quoi, qui est l'idée de dire que t'es un peu il y avait un bouquin qui est sorti de Tyranny of Metrics qui parle du fait que quand tu optimises simplement, tu vois, avec des métriques, etc., tu peux faire des
tu peux prendre des mauvaises décisions, et donc faire super gaffe à ça. Et je pense qu'il faut toujours garder un œil critique par rapport à ce que tu fais. Il faut garder les bons sens. Tu vois, quand tu fais une analyse, très souvent, c'est quoi quels sont les ordres de grandeur, quoi? Est-ce que t'es en train de dire n'importe quoi, ou est-ce que t'es en train, est-ce que tu vois, mais tu vois, et souvent, il y a ce check, tu vois, qui paraît assez simple, qui est juste de dire, en fait, est-ce que je suis en train de raconter complètement des salades, ou est-ce que, simplement, je suis un peu dans le jus et tout, qui est, parfois, t'es un peu impressionné de gens, tu vois, extrêmement doués, qui disent n'importe quoi. Ouais, qui disent n'importe quoi, tu vois, et en fait, mais en fait, là, il manque ça, et juste, en fait, c'est pas possible, tu vois, ça paraît basique, mais tu vois, c'est quand même un truc, c'est assez important. Et même chose pour, ce que tu parles de la frustration, c'est, très souvent, tu peux faire des choses qui sont, tu vois, techniques, hyper balèzes, etc., mais qui n'ont, sur le papier, absolument aucun intérêt, si tu veux, et tu vois, qui peuvent pas, déboucher sur une action, etc. Et ça, ce bias for action, tu vois, bias to action, qui est un truc qu'on répète tout le temps, tu vois, ça chez nous, voilà, tu peux faire des choses qui peuvent être très boring sur le papier, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Il faut toujours que tu optimises pour bias to action, quoi. Bias to action. Ouais, systématiquement, parce que sinon tu vas. Donc on est vraiment dans de l'appliqué business. Hein. Complètement. Bah après, encore une fois, on n'est pas dans tu vois, on est dans un business, quoi. Mais, ouais, mais justement, est-ce que vous avez un pendant, je sais pas, un pendant de l'équipe qui est sur je sais pas, sur du prospectif aucun. Sur tu vois, je pense qu'on a fait un choix. Je pense que souvent tu peux avoir on a écrit beaucoup de papiers, beaucoup de recherches sur. Tu vois, je pense à des trucs qu'on a fait sur la variance reduction, sur l'idée de dire que quand tu veux faire des expérimentations, tu veux essayer d'avoir des systèmes où tu veux réduire ta variance pour aller le plus rapidement possible à une conclusion. Ouais. Et tu fais ça en te basant sur des priors. Enfin bon, il y a plein de recherches statistiques qu'on a fait, mais qui encore une fois est appliqué, parce que tu vois, c'est un truc moi j'ai besoin de variance reduction pour mes expérimentations, parce que j'expérimente sur des petites sample size, et du coup j'ai besoin d'avoir et donc à chaque fois, si tu veux, c'est inspiré de quelque chose de assez appliqué. Plein de trucs sur le deep learning et la recommandation d'images, ou sur le traitement d'images. C'est des choses qu'on fait et qu'on applique parce qu'on en a besoin pour, je sais pas, tu vois, savoir si cette photo c'est plutôt un bedroom ou un bathroom, tu vois. Ouais, j'ai vu un article hyper intéressant sur le sujet. Là, vous avez les deux pieds dedans sur la classification, la catégorisation des pièces. Ouais, alors c'est intéressant. On bosse sur. Il y a des tonnes de projets. Moi, il y a un projet qui me tient vachement à cœur. J'essaie de développer, qui est la détection de panneaux solaires dans les images de listing, avec l'idée de dire, est-ce que tu peux créer un système d'amenities, ou tu vois, tu peux faire un test dans lequel tu dis ce listing est, tu vois, earth friendly, ou a des amenities qui sont, tu vois, truc, et mesurer l'impact que ça a sur le booking. Et est-ce que tu pourrais pas créer un espèce d'incentive pour les autres à développer des pratiques, tu vois, un peu plus sustainable je parle des panneaux solaires, mais ça peut être, tu vois, recycled lean, ou ça peut être, tu vois, plein de C'est génial, ça. Ouais. Et là, c'est l'initiative sur laquelle tu travailles. Ouais, alors ça c'est un truc que je fais de manière complètement, pour le coup en 20%, si tu veux. Et donc j'ai réuni une équipe un peu de gens qui sont intéressés par la problématique. Donc on a présenté ça au fondateur. Tu as un système en interne qui s'appelle Samara, donc qui a été créé par Joe Gebbia, donc le projet dont tu parlais au départ. Oui. En fait, c'est un projet qui fait partie du coup de Samara. Et Samara, tu as un système d'incubation où tu peux avoir une idée et passer une semaine. Et tu vois, moi j'ai présenté cette idée, et alors ils ont le bras hyper long parce que c'est Airbnb, et sont venus là l'ancien conseiller en changement climatique de Heather Sickle de Obama, t'avais genre un ancien président du WWF, t'avais tu vois, des ingénieurs, des designers, machin, etc. Et on a réfléchi sur une semaine sur un truc qui est qu'est-ce que c'est sustainability à Airbnb. Et il y a eu plein d'idées absolument géniales, qui a amené ensuite à plein de trucs. Je vois que t'as un Nest derrière, du coup il y a un partenariat avec Nest pour les autres, etc. Et voilà. Et donc c'est un peu ce truc-là où voilà, parfois t'as aussi plein d'idées. Tu vois, le Open Homes dont tu parlais, c'est une idée en fait qui vient de la communauté. Donc il y a aussi pas mal d'idées où tu peux développer des idées, toi. Voilà. Mais encore une fois, tu vois, dans tout ça, l'idée c'est quoi? C'est, tu vois, c'est promouvoir sustainability, et dans les moyens, tu peux créer du truc concrètement. Tu peux essayer de détecter des images, etc. Mais ça va pas être l'inverse. Ça va pas être. C'est assez compliqué cette idée, parce que c'est à la fois tu commences par. Moi, j'ai découvert la data science aussi en m'amusant, aussi en faisant des trucs qui servaient strictement à rien, tu vois. Et aussi en faisant. Je me souviens chez 55, je montrais à Matt et à toute la clique. Regardez, j'ai fait ce truc, c'est une visualisation, des cross-selling pour tel e-commerce, etc. C'était hyper beau, c'était interactif, tu faisais des trucs, etc. Mais ça servait strictement à rien, tu vois. Et c'était un truc dans lequel. Et donc je pense que c'est toujours un peu un aller-retour entre une nouvelle technologie, comment ça. Mais si tu fais que la techno, et si tu fais que tu vois, un truc très nerd, etc., et pas appliqué, tu vois, ça sert un peu à rien, quoi. Donc c'est assez compliqué cette situation-là. La temporalité, c'est vraiment l'action.
Du coup, et ça a du sens puisque vous êtes intégré à des équipes Complètement. où vous fonctionnez par sprint aussi, les data scientists. Vous êtes dans les sprints? Complètement. On est intégré au sprint. Nous, on fonctionne par cycle, donc de 8 semaines. Et puis avec ensuite des points réguliers. Et alors c'est vrai que le temps d'analyse ou le temps data science peut être un peu différent du shipping, tu vois, product. Ouais. Mais oui, on est dans tous les, tu vois, tout le système de. Pour revenir le côté potentiellement parfois déconnant des analyses qui sont faites. Ouais. Vous faites des peer reviews. Comment vous arrivez à structurer ça? Ouais, c'est une très bonne question. Donc en fait, on a créé un processus aussi en open source, donc qui s'appelle tu peux checker ce qui s'appelle le knowledge repo. Oui, c'est génial. Ouais, c'est génial ce truc. T'as dit que c'était un business potentiel. Non, mais je pense, mais d'ailleurs en fait, je dis ça et depuis il y a eu des business qui se lançaient sur exactement ça. Non, mais parce que je pense que c'est un vrai truc. C'est donc en deux mots, le knowledge repo c'est quoi? C'est un système qui permet à un data scientist de créer un équivalent en fait d'un blog post qui résume son analyse avec le code qu'il a utilisé et donc qui est réplicable. C'est-à-dire que n'importe qui peut reprendre si tu veux ce document et répliquer ce code. Et ensuite ce qui peut être à destination de n'importe qui dans la boîte. Tu peux rechercher, donc t'as une interface en ligne, tu peux rechercher par mot-clé, par truc, par nom, moi, ça me faisait penser à une espèce de Google de tous les projets data, quoi. Ouais, exactement. Tous les projets data depuis la création d'Airbnb et qui fait que du coup, tu remontes pas là-haut, quoi. C'est-à-dire que du coup, si t'as envie de comprendre qu'est-ce qui s'est fait sur la catégorisation des guests, machin, tu tapes le truc et puis t'as tous les posts, t'as le nom de ceux qui ont bossé dessus, donc du coup tu peux leur demander des questions. Et donc voilà, donc tu crées une espèce d'intelligence si tu veux commune, mais qui est alors et c'est important pour revenir sur le peer review, qui est alors de rigueur scientifique, c'est-à-dire que l'idée c'est que le système, c'est que tu as un système de peer review, alors qui passe par GitHub. Donc en fait, tu crées des pull requests qui du coup, et donc tu mets ton code. Tu as deux data scientists qui doivent donner ton accord avant que tu puisses merger ce document. Donc c'est deux data scientists. Voilà. Donc généralement, on demande en gros deux data scientists pour review effectivement ton code. Mais donc tu as ce système de peer review qui est hyper important parce que du coup, ça permet de limiter les analyses comme ça et puis de laisser aussi un temps de réflexion et de pas faire ça dans l'urgence, quoi. Comment toi tu continues à te former? C'est quoi tes moyens? Alors je suis un fan des MOOC. Je trouve que les MOOC c'est un truc de malade. Moi j'ai commencé ma révélation, c'était je crois que c'est en 2011 ou 2012. C'était le cours de Andrew Ng de machine learning de Stanford. Et c'est la première fois où j'ai commencé à, c'est là où je me suis dit ok, il y a un truc de malade, quoi. Dans le cours, tu crées en SVM, donc support vector machine, qui est un modèle de machine learning, mais tu vois, en 3 lignes de code, tu crées un détecteur de spam. Et tu vois, j'étais là, je dis, c'est dingue. Et je balançais mes emails et j'ai vu ce truc, et en train de détecter des spams, c'est dingue, tu vois. Et tu l'as créé en 2 secondes, tu vois, et c'est ouf, quoi. Et tu le traînes sur et tu vois, et c'est tellement balèze, c'est tellement puissant ce cours que, bref. Donc c'est un des cours, et il y a des tonnes de cours aujourd'hui. On a nos propres partenariats avec Coursera et Google sur la formation. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup, c'est le machine learning, l'auto-machine learning. Donc il y a plein de techniques qui se développent. T'as ça, t'as les pairs. Moi, j'ai énormément appris, des gens qui m'ont managé. Je te parle de Cookie, Ricardo, qui ont été mon manager et qui ont été des gens qui sont aussi, qui m'ont formé, qui eux-mêmes avaient des cours, donc du coup m'ont donné leurs cours, etc., qui m'ont ouvert, ensuite ils donnent des bouquins. Enfin, tu vois, c'est un peu cette espèce d'environnement qui fait que du coup tu pings complètement stimulé en permanence. T'es hyper stimulé et puis voilà, tu vois le causal inference, donc qui est vraiment un champ de data science, par entière. C'est un truc que j'ai vraiment découvert avec mon manager et je suis allé à fond là-dedans. Il y a une tonne de trucs qui sont hyper intéressants, quoi. Pour moi qui suis totalement néophyte, comment t'expliquerais justement? Ouais, le causal inference. Donc en fait, causal inference, c'est très simple, c'est déterminer la causalité d'une action ou d'un fait. Et c'est un truc en économie qui est très compliqué parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas les conditions d'une experiment, c'est-à-dire que tu n'as pas un randomized control, c'est-à-dire que tu peux pas assigner de façon aléatoire tes sujets. Et donc, se sont développés dans ce qu'on appelle le champ de l'économétrie tout un tas de techniques statistiques qui sont absolument fascinantes pour, si tu veux, trouver la causalité d'un fait. Donc tu as tout un tas d'exemples qui sont absolument fascinants. Je te prends quelques exemples simples. Tu vois, quelle est la causalité quel est l'impact de l'immigration sur le travail? C'est que par exemple, c'est un thème, tu vois, un gros sujet. Ouais. Un gros sujet. Et ben tu as des systèmes, tu as des ce qu'on appelle les natural experiments, donc des choses qui sont arrivées. Je prends l'exemple de Cuba qui, après l'invasion américaine, tu as eu des Cubains qui sont arrivés à Miami, et donc tu peux comparer, c'est ce qu'on appelle natural experiments, l'afflux massif, de migrants
intégrant sur le taux d'emploi en comparant avec d'autres marchés, en utilisant si les données sont dispo. Oui, alors voilà, et donc toute la question c'est c'est trouver la qualité des données, la qualité des données, etc. Et donc c'est ça le causal inference, c'est trouver la causalité d'un fait. Et alors après ça prend la forme ensuite de tu vois, une des variantes de ça, c'est le A/B testing qui est du coup très répandu aujourd'hui, mais c'est un champ très large, qui est absolument fascinant et qui est extrêmement complexe. Vous avez combien d'expériments en moyenne qui tournent en permanence? Je crois qu'on en a en gros 400 par jour. Donc on a une plateforme qu'on a développée qui s'appelle IRF, dans laquelle tu peux lancer très facilement une expérimentation. L'expérimentation, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un email que t'envoies, ça peut être un produit que tu vas montrer que tu vas pas montrer, ça peut être tu peux faire varier le produit de façon combinatoire infinie. Et donc voilà, donc on en a 400 par jour à peu près qui tournent. Comment vous arrivez à gérer qu'il n'y ait pas d'overlap, comment ça fonctionne? Alors t'auras mécaniquement des overlaps, parce qu'en fait t'auras mécaniquement des interférences, tu vois, mais c'est pas grave à partir du moment où c'est random, quoi. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que si tu as tu vois deux groupes et tu as une experiment qui est tu vois le côté orthogonal de deux expériments, c'est pas grave si c'est randomisé, quoi. Et donc et puis après on a des systèmes du coup avec ce système de DRF qui fait que après tu peux pas shipper deux experiments sur le même module, donc tu peux pas faire varier, tu vois, ou alors tu dois te coordonner avec les équipes en question, mais c'est rarement, étant donné qu'on est quand même organisé de façon assez compartimentée, si tu veux, oui. On touche quand même des produits qui sont quand même un peu autonomes, voilà, et t'as rarement ces problèmes de voilà. Comment t'en es venu à devenir data scientist? En fait c'est par pur accident, parce que c'était vraiment pas du tout un truc que je pensais faire, et je sais pas d'ailleurs si tu vois peut-être plus tard je le serai encore, enfin j'en sais rien. Mais tu vois, tu parlais de, en fait, au départ, c'est un peu le truc des rencontres, quoi. C'est un peu le truisme, tu vois, qu'on dit toujours, mais tu vois, en fait, moi j'étais le stagiaire de Nicolas, donc de Nicolas Bochen chez Google, et tu vois, quand il est parti monter 55, je me souviens, on a pris une bière ensemble, il m'a dit je pars, voilà, j'ai monté ce truc-là, l'idée c'est de prendre la data, moi j'étais comme un fou, tu vois, c'était un truc de dingue, on va essayer de prendre ce qu'on a fait chez Google et de le faire chez d'autres. Et en fait, c'est en rentrant dans ce truc-là de data analyse, etc. Ouais, mais t'avais déjà la data, t'étais déjà fan de data. Ouais, non, tu vois, parce que non, c'était pas vraiment un truc, c'était un des trucs, tu vois, j'étais analytique, mais pas plus qu'un autre, mais t'as raison, mes études faisaient pas vraiment que j'allais me disposer là-dedans. Non, j'étais un peu curieux, quoi. Et c'est vrai qu'en rentrant, si tu veux, chez 55 et en commençant à regarder, tu vois, ce qui se faisait en termes de data, etc., en commençant à me dire que, en fait, tu peux collecter toutes ces données, tu peux le faire comme ça, tu peux on peut faire ce genre de choses, on peut tu vois, changer la façon dont on prend une décision comme ça. En fait, tu rentres dans une espèce, j'ai mis le doigt dans une espèce d'engrenage, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, en fait, il y a plein de trucs à faire, etc. Et c'était vraiment le début de un peu ce phénomène data science, tu vois, qui est en fait assez récent, hein, parce que ça date de 2010-2011. Ouais, c'est 2010-2011, quoi. En fait, finalement, c'est le mot data science qui a été un peu forgé par l'histoire dit que c'est Jeff Ammerbacher et DJ Patil, qui était l'ancien Chief Data Officer de Obama, que j'ai eu la chance de rencontrer à la Maison Blanche il y a 2 ans. Et en fait c'est ça, c'est 2010, quoi. C'est dans quel cadre? Tu avais un appel à projet. En fait, Obama avait lancé un projet de collaboration entre les boîtes tech et si tu veux et le gouvernement sur un tas de sujets. Donc il avait lancé notamment un programme qui s'appelle les Presidential Innovation Fellow, qui s'appelle le PIF, et qui est un truc qui a ensuite inspiré l'entrepreneur d'intérêt général, qu'on a ensuite importé en France, c'est un truc avec Etalab, etc. Et donc dans ce cadre-là, il avait créé un tas d'initiatives avec des boîtes, etc., dont Airbnb. Et moi je représentais Airbnb parce que j'avais créé un projet, un produit qui était un truc d'ailleurs qui est toujours disponible, qui s'appelle le Opportunity Calculator, qui permet de savoir combien la part de ton loyer que tu peux louer, que tu peux rembourser si t'es en galère et si t'as une chambre en plus partout aux États-Unis, quoi. Et donc t'avais tous les zip codes et tu pouvais savoir si t'habites, tu vois, à Washington, dans combien est-ce que tu peux voilà, quelle est la part de ton loyer que tu peux offsetter là-dessus, quoi. Qui était un produit en fait assez simple, et du coup qui a retenu l'attention de la Maison Blanche, et du coup je suis allé rencontrer toute la team, donc notamment Megan Smith qui était l'ancienne CTO de Obama et DJ Patil et toute la clique, quoi. C'était assez marrant. C'est tout pour la French Touch. Encore merci à Martin pour son temps et pour son retour d'expérience. Je vous recommande vivement d'écouter la deuxième partie de l'interview dans laquelle on parle de son projet Data for Good, de ses conseils aux startups françaises pour bien monter une équipe de data science, de son expérience entrepreneuriale notamment avec Y Combinator, ou encore de ses gros coups de cœur. Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un avis, 5 étoiles de préférence sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, @lafrenchtouchfm.
Retrouvez également tous les liens évoqués par Martin dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.